Mon petit Padawan, bienvenue dans ce deuxième solo podcast. Dans le précédent, j'ai parlé des méfaits sur le corps de l'entraînement à outrance, de l'entraînement pour la performance. Et là, aujourd'hui, je vais me concentrer justement sur l'entraînement pour la longévité, en contraste avec l'entraînement pour la performance qui souvent va plutôt avoir des effets négatifs, c'est qu'on dépasse la dose positive et on arrive à un côté où ça se retourne contre nous et souvent ça se retourne contre nous beaucoup plus tard et on a pourtant l'impression qu'on est en train de faire quelque chose de bon pour sa santé parce qu'on se dit on s'entraîne, on se tient en forme, le sport c'est bon pour la santé, bouger, voilà, faire tout ce qu'on fait et au final l'addition souvent arrive plus tard, on ne s'en rend pas compte et donc aujourd'hui basé sur le travail de Peter Attia dont je t'ai déjà parlé aussi dans le précédent podcast, là j'ai écouté son livre qui est très très dense. Donc j'ai essayé de faire un condensé de ses recommandations ou de ses conseils. Donc ce n'est pas des choses qui viennent de moi, c'est des choses avec lesquelles je suis d'accord et c'est pour ça que je te les partage. Mais les informations en tout cas que je puisse viennent de lui et de quelques autres personnes que je citerai pendant le podcast. Et puis principalement de son livre Outlive et de pas mal de notes aussi de ses podcasts, des podcasts où il a été invité et son propre podcast aussi, donc qui sont à chaque fois vraiment très intéressants. Je vais commencer par une phrase de Peter Attia qui résume bien le pourquoi de cette vidéo et le pourquoi de ce sujet. La longévité sans l'espérance de vie en bonne santé est la plus grande malédiction au monde. Vivre plus longtemps et souffrir, ce n'est pas vivre. Et cette souffrance peut être cognitive, physique ou émotionnelle. Dans son approche, il a 4 piliers qui vont permettre de lutter contre l'apparition de ces maladies, de faire de la prévention. Et également, il a quelque chose qu'il appelle les 4 cavaliers de la mort, qui sont les 4 familles de maladies qui font le plus de morts dans le monde. Selon lui, l'entraînement est plus efficace que n'importe lequel des médicaments pour prolonger la vie et surtout la qualité de vie. Il insiste là-dessus, c'est préserver une qualité de vie le plus longtemps possible, ne pas vivre avec des maladies, des problèmes qui vont nous empêcher d'apprécier la vie. Il dit même que l'entraînement est plus efficace que la nutrition et le sommeil qui sont pourtant extrêmement efficaces et importants pour avoir une bonne qualité de vie et bien vieillir. Il explique aussi que dans le déclin du corps et de l'esprit, c'est souvent le corps qui cède en premier, donc il va se focaliser sur comment maintenir le corps en bonne santé, même si pour lui, la santé mentale, émotionnelle est très très importante et il l'aborde aussi dans son livre. Mais aujourd'hui, de toute façon, je vais me concentrer sur la partie entraînement, donc la partie physique. Alors, je vais te parler rapidement des 4 cavaliers de la mort, comme il les appelle, sans passer trop de temps dessus parce que je trouve que ça plombe un petit peu. Alors, la première, c'est les maladies de l'athérosclérose, donc c'est les maladies cardiovasculaires et les maladies cérébrovasculaires qui représentent 18 à 19 millions de décès par an dans le monde, à l'exception des phénomènes emboliques. Donc voilà, je te fais part vraiment de toutes mes notes. Même si ça ne te parle pas, ce n'est pas très grave. En 2, il y a le cancer qui représente environ 11 à 12 millions de décès par an dans le monde. En 3, les maladies neurodégénératives. Et en 4, les maladies métaboliques comme le diabète ou l'hypertension qui ne vous tueront pas, mais qui entraîneront d'autres maladies qui finiront par vous tuer un peu plus tard. Dans la prévention de l'athérosclérose, qui est donc la première cause de mortalité dans le monde, il recommande 1. de maintenir une tension artérielle saine, c'est-à-dire 12,8 idéalement, 2. de ne pas fumer et 3. de mesurer l'ApoB. Donc ça, c'est des termes plus techniques. Tu pourras éventuellement en parler à ton médecin, mais en France, en général, ils ne sont pas très réceptifs à ce genre de choses. Mais lui, il recommande de commencer à mesurer ça dès la vingtaine. En France, il faut savoir que l'athérosclérose arrive en 2e position après le cancer avec près de 150 000 morts par an. C'est une des causes principales d'infarctus du myocarde, 120 000 cas par an, et d'accidents vasculaires cérébraux, 150 000 victimes par an. Et même si c'est des maladies ou des accidents, on va dire, de santé qui ne te tuent pas forcément, c'est des pathologies qui vont entraîner derrière de lourds handicaps et souvent qui mèneront plus tard au décès. Donc ça vient s'ajouter aux 150 000 morts par an. Peter Attia te recommande de mesurer régulièrement ta tension artérielle parce qu'il dit qu'il y a énormément de personnes qui sont en hypertension artérielle et qui ne le savent pas et que les appareils pour mesurer chez soi ne coûtent pas très cher et qu'on devrait en réalité mesurer sa tension artérielle toutes les semaines
voire parfois plusieurs fois par semaine dans différentes situations. Mais voilà, il explique que ce n'est pas toujours évident de faire une bonne mesure. Il trouve que les appareils automatiques, ce n'est pas les plus fiables et donc il faudra prendre plusieurs fois souvent la mesure pour arriver à un résultat qui va être un minimum fiable. Et sinon, il dit qu'on peut utiliser un brassard manuel. Personnellement, je ne sais pas comment faire. Par contre, j'ai un appareil pour mesurer la tension artérielle que je n'utilise pas très souvent. Donc, je pense que je vais me mettre à l'utiliser un peu plus régulièrement. Petite note sur l'alcool qui ne va pas faire plaisir à ceux qui aiment boire. Il explique que lui, il aime boire et qu'il boit régulièrement, mais en petite quantité, mais qu'il ne faut pas se bercer d'illusions. Quelle que soit la dose, l'alcool n'est pas bon pour la santé, c'est cancérigène. Donc voilà, lui, il essaye de vraiment limiter sa consommation d'alcool, mais surtout de faire ça dans un cadre vraiment de plaisir et de jamais boire quelque chose qu'il ne trouve pas bon parce que ça n'en vaut vraiment pas le coup, sachant que ce n'est pas bon du tout pour la santé. Concernant le cancer, il dit que malheureusement, c'est un peu la loterie, il y a un facteur génétique et surtout qu'il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire qui va vraiment diminuer fortement les risques d'avoir un cancer. Simplement, par contre, de surveiller régulièrement, de se faire tester, notamment pour les hommes, cancer de la prostate, tout ça, de ne pas attendre trop tard. Plus c'est pris tôt et plus on a de chances de s'en sortir. Donc ça, c'est concernant le cancer. Concernant les maladies neurodégénératives, il y a des choses qu'on peut faire aussi qui vont aider énormément par l'entraînement. Et puis, pour les maladies métaboliques, c'est la même chose. L'entraînement va aider énormément, donc on va pouvoir s'attaquer dès maintenant au premier pilier. Donc le premier pilier, c'est ce qu'il appelle l'entraînement cardio de zone 2. Donc la zone 2, pour essayer de t'expliquer un petit peu ce que c'est le bon vieux cardio à un rythme constant, à une allure modérée. L'indicateur qu'il donne, c'est on doit être capable de tenir une conversation, mais ça doit être plus dur que quand on est en train de parler sans rien faire. On doit sentir que on est au bord de l'essoufflement si on avait besoin de parler. Si on ne parle pas, on ne doit pas être essoufflé. Donc voilà, c'est l'indicateur, on va dire, le plus facile qui ne demande pas de cardio-fréquence-mètre et tout. Après, si tu as un cardio-fréquence-mètre, la zone 2, ça va se situer entre 70 et 80% de ta fréquence cardiaque max réelle. C'est-à-dire, tu te pousses à fond, vraiment dans le rouge max, tu vois à combien tu es. Donc pas parce que tu sais qu'il y a cette histoire de 220 moins l'âge et choses comme ça. Ça, c'est ta fréquence cardiaque hypothétique, on va dire. Et lui, il dit de se baser sur une fréquence cardiaque réelle où toi, tu as essayé de te pousser à fond et tu as vu jusqu'où tu pouvais monter. Et ensuite, tu prends 70 à 80% de cette fréquence cardiaque et tu devrais être en zone 2. Mais en fait, en réalité, on sait que parfois, il y a des jours où on va être plus ou moins fatigué. Et donc, souvent, le rythme cardiaque va être modifié avec l'état de fatigue. Donc, je trouve personnellement que l'histoire d'être capable de tenir une conversation, de ne pas se sentir trop essoufflé, c'est assez fiable. Voilà. Par contre, c'est important de rester dans cette zone à un rythme constant parce que faut se dire que voilà, là, on vise quelque chose de très précis et ne crois pas que si tu vas donner un peu plus d'effort, tu vas un peu plus vite, que tu te fatigues un peu plus, ça aura plus de bénéfices, ça n'aura pas plus de bénéfices, au contraire. C'est vraiment en fait une cible précise pour améliorer le fonctionnement et l'efficacité des mitochondries. Et donc voilà, c'est un protocole précis qu'il faut respecter. Sa méthode préférée, c'est de le faire sur un vélo d'appartement parce qu'il n'y a pas de variable à maîtriser. Quand on court, on peut se faire ralentir, il peut se passer plein de choses. Le vélo, ça ne bouge pas, le vélo d'appartement. Tu peux contrôler aussi, mesurer les watts notamment, la résistance que tu fais et tout, et voir les progrès au fur et à mesure du temps. Donc il trouve que le vélo, c'est le mieux, mais ce qu'il recommande aussi, c'est de trouver quelque chose qui te plaît, qui est pratique pour toi. De maintenir donc, les paramètres que je t'ai donnés. Après, en termes de fréquence, si tu n'as jamais fait de cardio de ta vie où tu pars vraiment de très bas,
il recommande de commencer par 3 séances de 30 minutes, mais idéalement, c'est 45 minutes minimum et c'est 3 à 4 heures par semaine. Donc ça veut dire que ça va être 4 séances de 45 minutes ou 3 séances de 60 minutes et là tu auras atteint ton minimum. Si jamais tu fais de la musculation le même jour que ton cardio de zone 2, il te recommande de commencer par la zone 2 avant la musculation. Alors il donne plein de statistiques sur les différences entre des personnes par tranche d'âge qui vont être dans la tranche supérieure en termes de cardio et des personnes qui vont être dans les tranches inférieures et ça peut aller jusqu'à une différence de 5 fois sur la mortalité, toutes causes confondues. Donc vraiment, le travail de cardio, c'est hyper puissant pour se maintenir en bonne santé. Maintenant, on s'attaque au deuxième pilier qui est encore du cardio, mais une autre forme de cardio, ce qu'il appelle la zone 5. C'est de l'entraînement en fait VO2 max. Donc là, on va plutôt aller sur quelque chose où on va se donner à fond. Alors attention, c'est à fond, mais ce n'est pas un sprint non plus. Donc pour te donner une idée, pour lui, on va dire la séance idéale de VO2 max, après s'être bien échauffé, ce qui comprendra aussi à la fin une partie de récupération, donc grosso modo 10 minutes d'échauffement, 10 minutes de récupération, et ton corps de séance, ça va être 4 minutes à fond, donc tu donnes le max, mais pendant 4 minutes, donc ce n'est pas du tout la même chose qu'un sprint, parce qu'on ne peut jamais sprinter pendant 4 minutes, mais il faut donner son max pendant 4 minutes. Ensuite, tu gardes un ratio de 1 pour 1, c'est-à-dire que tu vas récupérer pendant 4 minutes. Au bout de 4 minutes, normalement, tu dois sentir que tu as bien récupéré et tu recommences 4 à 6 fois. Et ça, c'est à faire juste une fois par semaine. Selon lui, ça suffit. Il dit qu'on peut pousser pour ceux qui ont vraiment des besoins importants, peut-être dans le sport qu'ils pratiquent, à 2 entraînements semaine, mais pour la longévité, un entraînement de VO2 max, donc de zone 5 par semaine, c'est largement suffisant et il recommande de ne pas de toute façon dépasser 2 et que la majorité des gens en fait font trop de zone 5. Notamment, on a vécu ces on va dire 15-20 dernières années l'essor du HIIT, du fractionné, de tout ça. Et donc, il y a beaucoup de gens qui font énormément de travail là-dessus, mais qui délaissent complètement la zone 2 et qui est pourtant ta fondation. C'est-à-dire qu'il faut voir que la VO2 max, c'est le sommet d'une pyramide, mais pour atteindre le sommet, il faut d'abord une base solide. Donc il recommande de passer 80% du temps d'entraînement dans la zone 2. Donc grosso modo, tu te fais tes 3 à 4 heures de zone 2 par semaine et tu te fais une séance donc vraiment qui va être intense, qui ne va pas être sans doute très agréable, mais pour la VO2 max. Troisième pilier, c'est la musculation. Alors il y a une chose qui précise, qui est très importante avant de se mettre à la musculation, mais qui est dans le pilier suivant, donc ce sera plutôt à la fin de la vidéo que je vais t'aborder ça. Pour le moment, on va parler donc de la musculation. Ce que je vais te dire, ça se base toujours sur Peter Attia, mais aussi sur Andy Galpin, qui est aussi un chercheur qui a fait je ne sais plus combien de milliers de prélèvements de fibres musculaires, qui fait de la recherche sur les fibres musculaires, qui étudie les fibres, et puis les modifications des fibres, l'impact de l'entraînement dessus, enfin voilà. Il entraîne aussi des combattants de MMA pour leur prépa physique, donc il est sur le terrain, mais c'est un chercheur spécialisé vraiment sur les muscles. Et donc là, sur la partie musculation, je me suis inspiré du livre de Peter Attia, mais également de podcasts. Ils ont fait plusieurs podcasts ensemble, et Andy Galpin est passé sur d'autres podcasts comme Huberman Lab et tout. Ils ont une série hyper longue qui doit faire quelque chose comme 15 heures ou 20 heures là-dessus, donc qui est peut-être même, c'est presque trop en fait, trop technique et ça peut finir par te perdre. Donc je vais essayer de te donner des grandes lignes, des conseils sur la musculation, mais donc orienté bien sûr longévité. Pour commencer, quelques petites statistiques qui sont assez édifiantes, je trouve. Avec l'âge, la perte de masse musculaire est d'ordre de 0,5 à 1% par an. La perte de force musculaire, donc là on parlait de masse musculaire, la perte de force musculaire est le double ou le triple de ce taux. D'accord ? Donc là, si tu es grosso modo à 1% par an, tu es à 2 à 3% par an en termes de force musculaire. Et par contre,
la perte de puissance musculaire, donc la puissance musculaire, ça va être la vitesse multipliée par la force, est encore 3 fois plus importante. Et il y a vraiment on observe une vraie chute très rapide de la puissance musculaire avec l'âge. Pourquoi ça se produit? Selon Andy Galpin, déjà la perte de vitesse, ça explique pas mal de choses. Si on regarde le record du monde du 100 mètres pour les différents groupes d'âge, on va voir une différence énorme sur la vitesse, alors que si on regarde des personnes qui ont fait du travail de force toute leur vie, qui font des compétitions de powerlifting, de choses comme ça, avec l'âge, ils arrivent souvent à maintenir quand même une force importante et la différence est là, mais elle est quand même moins énorme que sur la vitesse. Donc ce qu'il recommande, c'est bien sûr donc, de travailler sa force et sa vitesse, mais aussi son agilité également, pour être capable de réagir aux imprévus du quotidien. Alors il donne des recommandations pour inclure du travail de vitesse et d'agilité dans son programme de musculation. Il précise quand même que ce n'est pas des choses par lesquelles il faut peut-être commencer si on est vraiment complètement sédentaire. Ce sera peut-être au bout de 3 mois ou de 6 mois de programme bien construit en musculation. Mais voilà, ce qu'il dit, c'est qu'une chose simple à faire, ça va être de commencer par 10 à 15 minutes d'exercice, ludiques si possible, qui vont être par exemple des travails de pliométrie. Ça peut être, attention, quand on parle de pliométrie, ce n'est pas forcément des trucs de fou d'athlètes de haut niveau. Hein. Ça peut être, il dit par exemple, une sorte de saut à la marelle, de la corde à sauter, faire des sauts, des contre-sauts, des lancers avec medicine ball dans différentes directions, avec rotation, sans rotation. Il dit que même jouer au pickleball, c'est quelque chose que je ne connaissais pas. Voilà, ça peut être un bon échauffement. Voilà, et plein de choses avec les medicine ball. Donc voilà, tu as plein de choses que tu peux faire, des choses très simples, des choses plus compliquées, des jumping jacks. Voilà, c'est quelque chose aussi, c'est une forme de travail de pliométrie. Tu peux faire plein de variantes de jumping jack en avançant, en reculant, en croisant les jambes, tout ça pour l'agilité, la coordination. Donc il y a vraiment plein de choses que tu peux faire et qui vont te préparer à l'effort. Et en même temps, au-delà de juste te préparer et t'échauffer, ça aura un vrai intérêt pour toi et surtout en vieillissant parce qu'on sait qu'en fait, une cause aussi là dont je n'ai pas parlé mais sur lesquelles Peter Attia lui est très sensible, c'est les chutes. On sait qu'il y a beaucoup de personnes en vieillissant, une chute, c'est presque, ils signent presque leur arrêt de mort. Il y en a pour qui les chutes sont fatales, mais se casser le fémur ou se faire une blessure qui va nous immobiliser pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, ça peut vraiment entamer un déclin hyper rapide en termes de capacité physique. Et derrière, il y a tout qui dégringole. Et c'est comme ça que souvent voilà, l'état de santé se dégrade très très rapidement. Donc il faut faire attention à ça. Et pour ça, une des stratégies, c'est de continuer à maintenir sa vitesse et son agilité et d'autres choses dont je vais te parler tout de suite. Donc tu le sais peut-être, mais on a 2 types de fibres musculaires, de type 1 et de type 2. Type 1, c'est à contraction lente, donc c'est des fibres qui vont résister plus longtemps et que tu vas travailler avec ton entraînement de zone 2 notamment. Et c'est ce que tu fais en fait dans ton quotidien, toutes les activités du quotidien que tu vas faire, c'est plutôt donc des fibres de type 1. Et il y a les fibres de type 2 qui sont à contraction rapide et c'est celles qui disparaissent le plus rapidement avec l'âge. Et pour les maintenir ou les stimuler, il faut faire du travail avec résistance, donc de la musculation. Avoir un bon cardio, ce ne sera pas suffisant. Il dit que même si on maintient un cardio de haut niveau avec l'âge, mais qu'on perd sur le plan musculaire sa vitesse, grosso modo aussi beaucoup donc, de fibres de type 2, on sera décrépit et il y a plein d'activités qu'on ne pourra pas faire malgré un bon cardio. Donc c'est très très important pour lui de se concentrer dans la partie musculation sur les fibres de type 2. Et pour ça, on va jouer sur le type de contraction musculaire qu'on va pouvoir faire. Il y a les contractions concentriques et excentriques. Donc les excentriques, si tu veux, et donc c'est les excentriques sur lesquels il trouve qu'en fait il faut mettre l'accent, qu'il y a beaucoup de personnes qui
ne le font pas. L'excentrique, pour essayer de faire simple, pense que c'est la phase où tu retiens le poids. D'accord? Donc, tu as le concentrique où tes fibres musculaires se rapprochent. Donc, c'est le moment où, je ne sais pas si tu fais un biceps curl, c'est le moment où ton biceps, les fibres se rapprochent, donc il grossit. Et l'excentrique, c'est le moment où les fibres s'allongent. Donc, c'est le moment où ton biceps va s'allonger, donc pas former la boule qu'on aime bien voir sur le biceps. Et voilà, c'est le moment où tu retiens. Il y a beaucoup de personnes qui vont se concentrer sur le concentrique, donc le moment où tu raccourcis, où tu rapproches, parce que c'est là où tu as l'impression que tu produis le plus de force, et puis négliger la descente, négliger le fait de retenir la charge, alors qu'en réalité, il explique que notamment pour la prévention des chutes et des blessures aussi, c'est l'excentrique qui sera plus important, parce que, ça va être l'agilité de tes pieds, de ta réaction pour te rattraper si tu as tu trébuches ou une chute, et aussi ta capacité à ralentir ton mouvement et à te retenir. Donc, les fibres de type 2, c'est ça qui va te permettre de te retenir, et notamment le travail excentrique. Donc, et en plus, même au niveau hypertrophie, pour gagner en masse musculaire, l'excentrique a un rôle important. Donc, il ne faut pas s'en priver et il ne faut surtout pas négliger cette phase dans tes mouvements et dans tes entraînements de musculation. Alors ça, c'est quelque chose que j'avais déjà entendu, mais il rappelle qu'il y a une vraie corrélation entre l'augmentation de la mortalité et la perte de force, notamment de grip, donc de préhension, de saisie, et la perte de musculature des quadriceps. On voit que les gens qui ont le moins de force dans les mains, notamment, sont souvent ceux qui vont mourir le plus tôt. Donc il ne faut pas négliger non plus cet aspect-là. Et lui va se focaliser, grosso modo, sur 4 éléments principaux dans son programme de musculation. Il dit que son but, ce n'est pas justement d'avoir des gros biceps et tout ça. C'est vraiment de s'entraîner pour la longévité et contrecarrer les effets qu'on connaît, qui sont attendus du vieillissement. Donc en premier, la force de préhension, donc du grip. En deux, tout ce qui est travail de tirage, mais sous différents angles. Ça peut être tirage vertical comme une traction, tirage plus horizontal comme du rowing, latéral, enfin voilà, différentes formes de tirage. Le travail, comme je t'ai dit, concentrique, excentrique de ces muscles, donc pouvoir pousser ou retenir doucement un poids. Le travail de flexion au niveau des hanches, donc à maintenir une bonne mécanique de flexion au niveau des hanches, que ce soit sur le soulevé de terre, le squat, le travail donc les step-up, donc c'est par exemple si tu as un pied sur une chaise ou une plio box, peu importe, tu montes donc à une jambe, okay, donc tu as au départ la jambe qui est fléchie sur une chaise, tu tends la jambe fléchie pour monter ton corps, et ensuite tu dois être capable de contrôler la descente doucement, okay, jusqu'à aller reposer ton pied sans avoir de perte de contrôle. Donc ça, pour lui, c'est un des meilleurs exercices parce que le deadlift et le squat, on va en parler après dans le dernier pilier, c'est des excellents exercices, mais qui sont en réalité assez techniques et sur lesquels on peut avoir l'illusion de bien les faire, et en réalité, on est en train de faire plein de compensations. Le step-up, il trouve que c'est un excellent exercice parce que il est accessible à tout le monde, il est isolatéral, donc il travaille un côté à la fois, et on peut facilement progresser. On commence sur quelque chose d'assez bas. Je t'ai parlé d'une chaise, mais ça peut être quelque chose d'encore plus bas en fonction de ton niveau. Il faut tout le temps réussir à contrôler la descente. Progressivement, on peut aller plus haut et ensuite on peut rajouter du poids. Et l'indicateur, c'est tout le temps réussir à contrôler sa descente. Donc il dit que ça, c'est un des piliers pour lui de ses entraînements. Autre chose qu'il dit qui est hyper importante, c'est une fonction qui est caractéristique de l'être humain, qui nous a permis de faire énormément de choses et de survivre et de construire des choses. C'est la capacité de porter des choses lourdes. Donc il va essayer d'inclure pas mal de choses comme ça dans son entraînement. Donc je t'ai parlé du soulevé de terre, du squat,
mais aussi ça peut être ce qu'on appelle la marche du fermier, donc par exemple une kettlebell dans chaque main. Ça, c'est un excellent exercice et tu marches pendant plusieurs minutes jusqu'à ce que tu n'en puisses plus. L'intérêt, c'est que tu travailles ta force, ton endurance musculaire, tu travailles la force de ta préhension aussi, mais de tes jambes, de ta stabilité, voilà, des muscles stabilisateurs du tronc. Enfin voilà, tu fais plein de choses avec un seul exercice. Donc celui-ci, c'est vraiment, si tu peux te le permettre, c'est vraiment un super exo. Et son objectif, il dit pour un homme, c'est de réussir à porter la moitié de son poids dans chaque main, donc de porter son poids total en additionnant les deux mains. Donc c'est quand même un objectif assez costaud. Il dit que bien sûr, il ne faut pas commencer par ça, mais grosso modo, si tu fais 80 kg, il faut que tu arrives à porter 40 kg dans chaque main et marcher idéalement avec ça. Alors je te dis plusieurs minutes, mais ça peut être au départ quelques secondes, 10 secondes, 20 secondes, 30 secondes, tu vois, ou faire 10 mètres, peu importe. Je pense qu'après, tu peux aussi jouer sur les modalités, justement, travailler plus léger, mais marcher plus longtemps. Voilà, mais il recommande aussi, lui, ce qu'ils appellent, alors je n'ai pas vraiment la traduction pour ça, le rucking, donc R-U-C-K-I-N-G. C'est une activité où on va avoir un sac à dos qui est chargé et on va aller marcher, faire de la randonnée, peu importe. Si on peut même avoir des côtes et tout ça, il trouve que c'est l'idéal. Et lui, c'est quelque chose qu'il fait chaque semaine. Il part, je ne sais plus avec combien, 20 kilos ou un truc comme ça dans son sac à dos, et il part marcher pendant 1 heure avec des endroits où il y a des dénivelés et tout ça. Et il dit que c'est vraiment excellent, mais il faut un bon sac, et donc il y a bien sûr comme pour toute activité, un business qui s'est développé autour, et donc il y a des sacs spécialisés pour ça, qui vont bien répartir le poids, par contre qui ne te proposent pas de poids avec, c'est à toi de mettre des choses dans ton sac pour l'alourdir, mais voilà, des sacs qui sont résistants pour pouvoir mettre beaucoup de poids dedans, et en même temps qui répartissent bien le poids, donc pas tout sur les épaules, mais les sacs avec une ceinture au niveau de la taille qui vont te permettre de ne pas trop le sentir sur les trapèzes, et voilà, d'avoir un poids qui est réparti de manière plus agréable pour des longues sorties, parce que 60 minutes, voilà, c'est quand même pas rien. Et il explique aussi que c'est un protocole qui est utilisé par l'armée, qui est donc hyper efficace pour l'endurance et maintenir une bonne force. Autant pour le cardio, zone 2, zone 5, j'ai pu te dire grosso modo quoi faire. Sur la musculation, je ne vais pas vraiment pouvoir te donner un programme à suivre parce que c'est très complexe en fonction de ton niveau, de ton cas, de tes pathologies et tout ça. Lui-même, il explique que c'est trop compliqué de donner un programme de musculation à quelqu'un sans le connaître, sans personnaliser ça. Donc, je ne vais pas faire ça. Après, je pourrais éventuellement, si ça t'intéresse, essayer de faire une vidéo sur le sujet en me basant sur notamment le travail de Andy Galpin dont je te parlais tout à l'heure. Voilà, si ça t'intéresse, tu peux me le dire en commentaire. Par contre, c'est un gros travail parce que, comme je t'ai dit, je crois qu'il y a une série de podcasts qui font entre 2h30 et 3 heures chacun, et il y a quelque chose comme 4 ou 5 podcasts, plus d'autres podcasts d'Andy Galpin, donc avec Peter Attia et tout ça. Donc c'est 15-20 heures au moins de contenu à condenser. Donc c'est pas rien. Mais ça peut être, voilà, si c'est quelque chose qui intéresse suffisamment de personnes, moi ça me forcera à augmenter, améliorer mes connaissances sur le sujet, donc pourquoi pas. Maintenant, on va parler de quelque chose qui, en fait, pour moi, on aurait dû en parler avant la musculation, mais j'ai respecté l'ordre des piliers de Peter Attia. C'est tout ce qui est travail de stabilité et d'équilibre. Donc, il y a d'une part l'équilibre au sens de ne pas perdre l'équilibre, de réussir à se rattraper, de ne pas tomber en quelque sorte. Et il y a également le travail de stabilité où on essaye de stabiliser les différents éléments de son corps, donc la colonne, le bassin, les pieds, voilà. Donc c'est une globalité, mais il y a deux aspects un peu distincts dans ce travail-là. Et pour Peter Attia, c'est la première étape avant la muscu et avant le cardio. Pour la prévention des blessures, pour lui, on ne va pas charger
une structure qui n'est pas stable, sous peine de créer des vraies compensations qui vont mener à des blessures plus tard. Et donc ce sera contre-productif parce que si on se blesse, et derrière, des fois, on a besoin d'arrêter de s'entraîner et on régresse et on sait qu'on perd beaucoup plus vite qu'on gagne dans l'entraînement. Donc le but principal quand même de toute cette approche, c'est de ne pas se blesser et de pouvoir continuer à s'entraîner toute sa vie. Parce que toute interruption, ça va dépendre de l'âge, mais plus on vieillit, plus ce sera dur de revenir d'une interruption prolongée d'entraînement et de récupérer un niveau. Donc l'objectif principal, c'est pas de blessure pour ne pas s'arrêter. Alors pour le travail d'équilibre et de proprioception, il recommande deux choses que j'ai. Donc avant même de savoir qu'il allait recommander ça, c'est des choses que j'ai. Donc la première, c'est une balance board, donc une planche d'équilibre. C'est grosso modo, tu imagines un rouleau sur lequel tu vas mettre une grande planche et tu montes dessus, et donc la planche est instable et tu essaies de la stabiliser. Donc moi, je pourrais te partager celle que j'ai achetée, qui coûte quand même assez cher, mais qui est sympa, parce qu'on peut l'utiliser dans différentes directions. Il y a des bloqueurs pour empêcher que le rouleau se barre complètement de dessous la planche et de faire des chutes qui pourraient même être dangereuses. Et on peut travailler dans différentes directions et tout, donc je la trouve vraiment cool. C'est quelque chose que je me suis mis à faire là depuis pas très longtemps, quasiment tous les jours. Je me la laisse au milieu de ma salle. Là, elle y est actuellement là dans la salle. Et souvent, quand je passe devant, boum, je me mets dessus. Ça peut être 30 secondes, ça peut être 5 minutes. Et plusieurs fois par jour, je fais ça régulièrement. Et je trouve qu'en fait, c'est fun déjà. Je fais ça déjà parce que je trouve ça fun. Et puis, le travail d'équilibre et de proprioception est vraiment important. Il y en a qui vont dire non, ce genre de choses, ça n'améliore pas réellement l'équilibre. Pour moi, ça l'améliore quand même par le travail de proprioception. On arrive à sentir les déséquilibres et à les compenser avec son corps. Donc pour moi, ça va quand même se traduire sur l'équilibre, tes capacités d'équilibre global. Deuxième chose, c'est la blackboard. Donc pareil, on va pouvoir le montrer en vidéo. Mais grosso modo, c'est un truc qui coûte très cher pour pas grand-chose en vrai. Mais c'est une petite planche articulée sur laquelle tu as des petites cales que tu vas pouvoir mettre dans différentes directions pour travailler la stabilisation de ton pied de différentes manières. Donc tu vas pouvoir avoir par exemple ton talon qui va être stable et fixe et l'avant du pied qui va être en déséquilibre pour isoler donc, tout ce qui est mouvement de pronation, éversion, enfin voilà. Deux termes trop techniques, mais grosso modo, c'est hyper intéressant parce que notre point de contact avec le sol, c'est nos pieds, tout part de nos pieds et c'est quelque chose qu'on néglige énormément. Donc lui, il recommande aussi de passer du temps sur l'entraînement de proprioception de son pied, mais aussi même de renforcement des pieds, travail d'isolation des orteils, réussir à avoir une bonne flexion, une bonne extension des orteils, de les dissocier. Voilà, donc il y a plein d'exercices qu'on peut faire et il y a des vidéos aussi qui partagent là-dessus que je pourrais mettre peut-être en description si j'arrive à les retrouver. Donc voilà, ne pas négliger notre point de contact du quotidien qu'on oublie un peu, mais c'est nos pieds, ils doivent rester forts, souples et réactifs. Après, autre chose donc dans la partie stabilité, qui lui a beaucoup changé sa vie parce qu'il dit qu'il s'est rendu compte, il pensait qu'il arrivait à faire des squats correctement puisqu'il arrivait à faire des squats assez lourds et tout. Et puis en fait, il a rencontré une coach qui l'a pris en photo, qui lui a montré qu'il était avec plein de compensations de tous les côtés et qu'en fait il se faisait plus de mal que de bien. Il a dû arrêter complètement de soulever des poids pendant un certain temps. Et il a suivi donc une méthode qui s'appelle DNS, Dynamic Neuromuscular Stabilization, et également PRI, donc Postural Restoration Institute. Donc le DNS, moi, c'est quelque chose auquel je m'intéresse. Là, j'ai pris un abonnement sur leur site pour regarder leurs vidéos. L'idée de départ, un peu, pour faire très simple et très bref, c'est de reprendre les stades de développement d'un bébé
pour réussir à se mouvoir et en fonction des différentes étapes de sa vie, quel travail il fait sans s'en rendre compte, hein, bien sûr, mais quel travail il fait pour apprendre à stabiliser son corps pour finir par réussir à se mettre debout et marcher. Il explique que c'est quelque chose donc, par lequel on passe tous, mais que avec le temps, avec notamment le fait de rester trop longtemps assis, avec des entraînements inadaptés qui vont être qui vont créer plein de compensations, tout ce travail qu'on a fait bébé, on peut le perdre et perdre donc ses réflexes de stabilisation de son bassin, de sa colonne et tout ça. Et au final, en fait, on n'est plus sur une base solide et on ne fait pas appel aux bons muscles, on n'utilise pas les structures correctement de son corps quand on va faire certains mouvements. Et donc, il recommande de commencer en réalité d'abord par ce type de travail. Ça rejoint un podcast que j'avais fait avec Greg Velu, qui est entraîneur, qui a été entraîné, qui a participé, on va dire, au staff d'entraînement d'une équipe de la NFL et qui est un coach assez intéressant. Il expliquait que lui, sa première étape avec tous ses clients en coaching, c'est d'abord le travail quadrupédique, donc ramper, réussir à marcher à quatre pattes, des choses comme ça. Dans DNS, ils vont même aller encore plus en arrière, c'est-à-dire te faire travailler allongé sur le dos et te faire travailler différentes manières de stabiliser ton corps avec les rotations du buste et tout ça. Et Peter Attia, il dit qu'en fait, il a eu un enfant il n'y a pas longtemps et qu'à chaque fois, ça le fait halluciner. Moi, c'était la même chose avec mes filles, de voir le squat parfait. Tu vois, dès qu'ils commencent à réussir à se tenir debout, boum, ils se remettent en squat. Et le squat est vraiment magnifique et parfait, alors que la majorité des adultes ont vraiment beaucoup de mal à faire un beau squat complet. Et donc, il dit que souvent, en réalité, même un adulte qui n'arrive pas à faire un bon squat, tu le mets sur le dos et tu lui demandes de ramener ses genoux à sa poitrine et en fait de se retrouver dans une position de squat complet, mais allongé sur le dos, et il va réussir à le faire. Donc, il dit que souvent, la limite, en fait, les limitations, c'est pas toujours la souplesse comme on pourrait croire, mais c'est plutôt la stabilisation, c'est-à-dire que dès qu'on va mettre une charge, même si c'est juste le poids de son corps, on n'arrive pas à se stabiliser correctement et du coup on n'arrive pas à bouger correctement. Donc il faut recommencer à l'origine par la stabilisation des structures de son corps et vraiment dans le DNS ils ont les étapes genre de 0 à 3 mois, voilà les premiers exercices à faire et en fait tu repasses par les étapes par lesquelles tu es passé quand tu étais bébé pour réapprendre à stabiliser ton corps. Donc moi, c'est un truc que je trouve hyper intéressant sur lequel je vais me pencher. Et tu as le Postural Restoration Institute. Il y a notamment un YouTuber américain que je suis aussi qui s'appelle Connor Harris qui propose pas mal d'exercices de chez eux. Après, tout ça, c'est des trucs assez techniques et pour la personne lambda qui a juste envie de se sentir bien, de bien vieillir, c'est peut-être un peu trop compliqué. Donc moi, je vais m'y intéresser. Puis si j'arrive à faire une synthèse ou proposer une approche comme ça assez simple de tout ça, je le ferai. Mais voilà, c'est quand même un gros boulot et c'est assez technique. Il y a des choses qui sont assez techniques. Donc je ne te garantis pas que je sorte quelque chose sur ça. Mais voilà, en tout cas, c'est des choses vers lesquelles il faut tendre et prendre en considération. Ensuite, il y a d'autres choses, voilà, mais la vidéo va être beaucoup trop longue sinon, mais il y a d'autres choses qui sont très importantes aussi, même pour le travail de stabilisation, mais pas que pour le bien-être général, ça va être notamment la respiration. Moi, c'est quelque chose sur lequel aussi je sais qu'il faut que je me penche depuis un certain temps. Tu fais sans doute peut-être la même chose, mais j'ai acheté plusieurs formations sur le sujet que j'ai toujours pas regardées. Là, j'en ai déjà plusieurs et il n'y a pas longtemps, j'ai acheté une de Bas Rutten, qui était un grand combattant et un excellent coach de MMA qui s'est associé à une experte là-dedans. Et donc, celle-ci, elle est pas très longue, donc je crois que ça a dû faire moins de 2 heures. Donc, je sais que je vais pouvoir me la caser assez rapidement. Mais la respiration, selon Peter Attia, ça détermine vraiment comment on bouge son corps.
ça joue sur les risques de blessures à l'entraînement. Il dit qu'une même personne, il prenait l'exemple de quelqu'un qui va aller creuser avec une pelle ou un truc et qui va respirer correctement, il aura beaucoup moins de chances de se blesser que quelqu'un qui fait la même activité mais qui ne respire pas correctement parce que tu vas pas, la respiration va déterminer aussi la stabilisation de ton corps, les muscles auxquels tu fais appel, les compensations que tu vas créer et tout. Et puis au-delà de ça, bien respirer, ça joue sur tes niveaux de stress, sur ta récupération. Donc voilà, c'est aussi une direction à ne pas négliger dans le cadre de la longévité, du bien-être, de la santé. C'est voilà, quelque chose que je te recommande fortement de prendre en considération et de t'intéresser. Voilà, ça vient s'ajouter au tableau global. Donc voilà, je pense qu'on a vu pas mal de choses, hein. Grosso modo, donc pour résumer, tu as 4 piliers. Cardio zone 2, donc long, un rythme constant, et voilà, où tu peux parler et tout ça. Donc 3 heures minimum par semaine, idéalement 45 minutes minimum par séance, donc 4 fois 45 minutes ou 3 fois 60 minutes. Le cardio de zone 2, donc là, de zone 5, pardon, donc c'est là où tu te mets dans le rouge. Une fois par semaine, par exemple, donc 4 minutes à fond, 4 minutes de repos, 4 à 6 fois, bien sûr précédé d'un bon échauffement et d'une bonne récupération pour redescendre. Derrière, tu as le travail de musculation, mais une musculation adaptée sans faire la course au poids le plus lourd et tout ça. Et voilà, ne pas sacrifier la technique pour les performances. Garder en tête en fait ce qu'on a envie de réussir à faire en vieillissant. Et ensuite, derrière, faire son plan d'action. Parce que voilà, c'est ça que je voulais dire aussi que j'ai oublié. Il a un concept, Peter Attia, que j'aime bien, qu'il appelle le décathlon du centenaire. Donc le décathlon, c'est 10 épreuves normalement. Et lui, il dit qu'en fait, faut se créer son propre décathlon. Donc l'idée, c'est de dire les 10 dernières années de sa vie. Donc tu imagines l'âge à laquelle tu penses que tu vas mourir, mais peu importe, tu te dis, voilà, les 10 dernières années de ma vie, qu'est-ce que je veux être capable de faire? Donc ça peut être des choses vraiment ultra basiques, ça peut être réussir, il donnait l'exemple, réussir à prendre une valise dans un avion et la mettre au-dessus du siège, ça peut être réussir à me mettre accroupi et puis réceptionner mon petit enfant, mon petit-fils ou ma petite-fille qui court vers moi, l'attraper, le réceptionner, puis me relever avec, ou le lever au-dessus de la tête. Donc voilà, il dit tout ça, c'est des choses qui ne vont pas arriver par hasard, hein. Et notamment, il dit si tu veux être capable de soulever 10 ou 15 kilos à 80 ans au-dessus de ta tête, eh ben, faut déjà être capable de le faire à 50 ans. Parce qu'il dit il y a pas mal de personnes qui sont plus capables de le faire bien avant ça. Et donc, il ne faut pas espérer y arriver si tu ne peux pas le faire à un âge beaucoup moins avancé. Et il faut même prendre une grosse marge de manœuvre. C'est-à-dire que si tu veux réussir à soulever 15 kg à 80 ans, il faut qu'à 50 ans, tu arrives à soulever au moins 30 ou 40 kg, tu vois. Sinon, et de maintenir ça le plus longtemps possible, sinon tu n'y arriveras pas. Voilà, dans les activités, voilà, ça peut être aussi continuer à avoir des relations sexuelles, ça peut être réussir à aller faire des balades, des randonnées avec voilà, du dénivelé, des côtes, des descentes, parce que c'est une activité que tu aimes et que tu as envie de continuer à faire. Il y a plein de choses et à chaque fois, il faut se dire de quoi j'ai besoin physiquement pour réussir à faire ça. Donc ça peut être le cardio, ça peut être la force, ça peut être l'agilité. Voilà, et de là, tu essaies de tirer les 10 choses les plus importantes. Il dit, alors, au final, ça peut être plus, mais c'était pour donner un objectif. Et de là, tu te crées ton programme. Avec ces 10 choses, tu dis, voilà ce que je veux réussir à faire. Et maintenant, tu dis, qu'est-ce que tout ça, ça demande d'être capable de faire physiquement pour réussir à le faire. Il dit, et ça se prépare donc des décennies et des décennies à l'avance. Il ne faut pas se dire qu'aujourd'hui on y arrive et que c'est bon, il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive plus. Il faut réussir à faire beaucoup plus que ce qu'on veut réussir à faire les 10 dernières années de sa vie. Donc voilà, je pense que ça fait une bonne conclusion à ce podcast. J'espère que tu as apprécié. Si tu as des suggestions de sujets voilà, ou des questions à me poser, tu peux me les mettre en commentaire.
En attendant, je te souhaite un joyeux entraînement et je te dis à très vite. Ciao.